Bonjour, nous allons dans cette première vidéo étudier le premier thème d'économie, les secteurs institutionnels. En réalité, les différents agents de la vie économique sont regroupés dans 5 secteurs institutionnels différents. Résidents signifiant qu'ils exercent leur activité économique sur le territoire depuis au moins un an. Ainsi, on retrouve les ménages. Particularité derrière les ménages, on y met aussi les entrepreneurs individuels, essentiellement pour des questions juridiques. Ainsi, par exemple, si je prends l'entreprise individuelle de M. Dupont, à la fois il est propriétaire sans doute de sa maison, sa voiture, il a peut-être pour son activité un four, un pétrin, une camionnette, un camion, mais l'ensemble du patrimoine est regroupé, patrimoine privé et professionnel sont confondus. Par contre, s'il s'agissait de la société Dupont et compagnie par exemple, alors la maison et la voiture appartiendraient à M. Dupont, son propre patrimoine, mais l'entreprise aurait également son patrimoine avec par exemple le camion et l'ordinateur. Ce qui explique donc que les entrepreneurs individuels soient regroupés derrière la catégorie des ménages. D'un point de vue marketing, les ménages sont classés ensuite en 8 professions et classes sociales, ouvriers, employés, agriculteurs, etc. Fonction principale. La fonction principale des ménages est la consommation. En moyenne en France actuellement, sur un revenu de base 100, 85 est consommé, le reste est épargné. Bien sûr, la fonction d'aller au travail, et puis la production marchande qui se justifie exclusivement pour le profil ménage entrepreneur individuel. Deuxième secteur institutionnel, les sociétés non financières. L'adjectif non financier signifie simplement que sont exclus de ce groupe les banques et les compagnies d'assurance. Les entreprises peuvent être classées selon différents critères, notamment un critère de taille avec les très petites entreprises, entreprises de taille intermédiaire notamment. À nouveau, quelles sont leurs fonctions ? Fonction principale des sociétés non financières, la production marchande. Production marchande signifie simplement qu'il puisse s'agir aussi bien de biens que de services, mais l'objectif est de vendre cette production en dégageant un bénéfice. Deux fonctions nouvelles, l'investissement, notez aussi la formation brute de capital fixe, et la création, puis la répartition de valeur ajoutée. On va insister un peu plus sur ce terme de valeur ajoutée. Prenons l'exemple suivant. Vous auriez acheté un gâteau ce matin. Côté boulanger, le prix de vente, donc c'est 1 euro. Par somme sur l'ensemble de la journée, ça fera donc son chiffre d'affaires. Admettons par simplification qu'il est acquis au départ pour 30 centimes de diverses matières premières, sans oublier qu'il y avait aussi les frais d'électricité, les frais de livraison, donc le terme approprié est plutôt consommation intermédiaire. Par écart, 70 centimes, cette valeur représente en réalité la valeur qu'il a rajoutée sur les consommations intermédiaires qu'il avait acquises. En fait, volontairement, j'ai fait une petite faute d'orthographe en rajoutant ce R. Il a bien rajouté de la valeur grâce au travail et grâce au capital qu'il a utilisé, ce qui déjà nous donne un petit peu l'objectif de la valeur ajoutée, de rémunérer les deux facteurs de production qui ont contribué à sa réalisation. Si maintenant on se pose la question de qui peut être intéressé par la répartition des 70 centimes, on retrouve un certain nombre d'acteurs. Tout d'abord les salariés qui vont percevoir leur salaire, puis les organismes sociaux qui obtiendront les cotisations sociales, l'État qui va collecter des impôts, le banquier qui prélèvera des intérêts, les actionnaires qui seront rémunérés par des dividendes, et puis évidemment dans chaque 1 euro de pain au chocolat, il y a une petite part du four, du pétrin, de la camionnette, par le biais des amortissements. Enfin, il nous reste évidemment donc le bénéfice généré par l'activité. Si on cherche à regrouper la somme des trois derniers, on obtient le concept de capacité d'autofinancement de l'entreprise. On vient de citer le terme amortissement, je vais un tout petit peu approfondir. Gardez en tête que l'amortissement correspond toujours à une perte de valeur d'un bien de l'actif, qu'il est obligatoire et qu'il entraîne donc plus de charges et au final moins d'impôts pour l'entreprise. L'exemple suivant, admettons une machine de valeur 100 qu'on amortirait de manière linéaire sur 5 ans, ce qui ferait donc 20 par an. Traduite dans le compte de résultat, côté gauche, les charges, avec l'ensemble des charges diverses de l'entreprise, les achats de matières premières, les salaires, etc. Côté produit, c'est le chiffre d'affaires. Et puis, on vient donc d'ajouter pour 20 d'amortissement.
Les 20 d'amortissement représentent des charges supplémentaires, ce qui va faire diminuer le bénéfice et au final payer moins d'impôts pour l'entreprise. A noter quand même qu'il s'agit d'une charge non décaissable, autrement dit, il n'y a pas de sortie d'argent. Le troisième secteur institutionnel correspond aux sociétés financières, derrière lequel on retrouve les banques et les sociétés d'assurance, avec deux grandes fonctions dans l'économie, à la fois une production marchande, évidemment de services, et ce rôle de financement de l'économie. Alors toute cette activité, nous la verrons dans un prochain tutoriel. Quatrième secteur institutionnel, les administrations publiques, notées donc APU, avec pour mission une production cette fois-ci non marchande et un rôle de redistribution et d'engager des dépenses publiques dans l'économie. On peut pour cela revenir un peu sur l'évolution du rôle de l'État sur les 2 derniers siècles. Au XVIIIe, XIXe, début du XXe siècle, on peut parler d'un État gendarme, d'un État arbitre, avec une intervention plutôt limitée dans l'économie. En réalité, on fait confiance au secteur privé, des ménages qui consomment, des entreprises qui produisent, qui investissent, et on est censé arriver à des équilibres économiques sur les différents marchés. Ainsi, donc sur le marché du travail, pas de chômage, sur le marché des biens et services, pas d'inflation. On est ici derrière les idées de Smith, Ricardo par exemple. Cependant, tout ne marche pas aussi bien que la théorie le laisse entendre, notamment la crise de 29 met en avant des dysfonctionnements sur l'ensemble des marchés. On arrive dans une autre proposition. Fin des années 30, les idées keynésiennes donc, proposent un rôle de l'État différent qui en réalité seront plutôt mises en application après 1945. On parle du coup d'État-providence ou d'État interventionniste avec deux directions principales, un rôle de redistribution, notamment par la création de la sécurité sociale chez nous en 1945, et puis le rôle de l'État derrière l'engagement dans la dépense publique en menant une politique de grands travaux pour compenser, pour se substituer au secteur privé qui peut être donc défaillant. A noter quand même que Keynes ne voit pas dans le rôle, ne voit pas dans l'économie de marché l'absence de l'État, mais simplement un État qui doit intervenir davantage. Dernier agent économique résident, les institutions à but non lucratif au service des ménages, donc ISBLSM, derrière lesquels on retrouve les associations, les partis politiques, les syndicats, les clubs sportifs, avec pour fonction principale dans l'économie une production non marchande, essentiellement réservée à leurs adhérents. Les 5 premiers secteurs institutionnels sont complétés en réalité par un dernier, qualifiable de non-résident et appelé le reste du monde, qui traduit en fait essentiellement les relations entre les 5 premiers secteurs et le reste du monde, donc les pays étrangers, par le biais, pour des entreprises d'importation, d'exportation, pour des ménages du tourisme, mais aussi des mouvements de capitaux par exemple. L'ensemble de ces flux étant en fait retracé derrière ce qu'on appelle la balance des paiements. Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc à la fois sur le blog dans lequel vous aurez différents supports de cours et des QCM en ligne. Sur le blog, nous allons voir quelques informations. Le temps de la connexion. Voilà, donc derrière ce blog, vous retrouvez à la fois des exercices de comptabilité, de marketing, de gestion, mais plus directement pour nous en économie, la possibilité de vous entraîner derrière de très nombreux QCM en ligne. Par exemple, si je clique sur le premier, vous allez avoir ici en gros une vingtaine de questions de type QCM permettant de couvrir tous les différents thèmes qui ont pu avoir été abordés. C'est un petit peu plus long pour la connexion. Voilà, donc on retrouve nos différents thèmes, donc on a dit donc une vingtaine de questions environ, et la possibilité ensuite de s'auto-corriger. Je reviens donc sur la page précédente pour vous montrer aussi un deuxième lieu où vous pouvez retrouver en fait de l'information.
directement sur la chaîne vidéo. Donc la chaîne sur YouTube permet à la fois de vous proposer toute une série de vidéos, de tutoriels de gestion, mais également des tutoriels en économie. Voilà, donc eh bien, bon courage, bonne révision, bon apprentissage.